Je suis ingénieur électronicien et j'adore la physique. On ne sait absolument pas comment les choses marchent à cette échelle nano. C'est donc le domaine à explorer, le domaine dans lequel je peux espérer beaucoup apprendre et ainsi approfondir mes connaissances. La fin du XXe siècle a vu la micro-informatique révolutionner le travail, les loisirs et l'industrie. Ce XXIe siècle débute avec la compréhension des mécanismes nanométriques qui interviennent au cœur de la matière et la possibilité de manipuler celle-ci à cette échelle. Ces nanosciences et nanotechnologies bousculent l'ordre établi et permettent déjà d'envisager des matériaux aux propriétés nouvelles et la fabrication d'objets plus petits, plus performants, plus écologiques. Un petit rappel. Ce préfixe nano indique une échelle, le milliardième de mètre, 10 puissance moins 9 mètres. Et tout ce dont on va parler, désormais, se passe à cette échelle. Quelques grands principes donnent aux nanosciences et technologies leurs caractéristiques particulières. D'abord, travailler la matière à l'échelle nano plutôt que macro, la nôtre, permet de travailler directement à partir des constituants de la matière et non plus à partir d'un bloc déjà constitué. Depuis la fin du XXe siècle, les scientifiques de toutes les disciplines, physique, chimie, biologie, utilisent leurs connaissances conjuguées pour manipuler les atomes individuellement et les assembler comme s'il s'agissait de simples briques. Plus besoin de tailler forcément un arbre pour obtenir un cure-dent. Il suffit en théorie d'assembler les atomes qui le composent pour parvenir au même résultat. Agir directement sur les constituants de la matière permet aussi de profiter de propriétés différentes de cette matière. Parce que la taille est différente, les matériaux réagissent différemment. Ainsi, à l'échelle macro, l'or sera conducteur, à l'échelle nano, isolant. Toujours à cette échelle, se manifestent encore d'autres particularités, comme les effets de la physique quantique. Notre réalité, celle de la physique classique, n'est plus toujours valable dans le nanomonde. Par exemple, si je prends une balle, la lance contre un mur, elle devrait rebondir. Mais si je suis tout petit, et que cette balle est de taille nanométrique. Lorsqu'elle touche le mur, elle va rebondir bien sûr, mais elle va aussi le traverser. Elle va être là, ici, ailleurs et nulle part. Si vous n'y comprenez pas grand-chose, moi non plus. Et les plus grands chercheurs s'interrogent toujours. Un coup d'œil sur un moteur de recherche ? 18 millions de pages traitent du sujet nano. Et la présence des nanosciences et technologies autour de nous se vérifie déjà jusque dans les domaines les plus inattendus. En Italie, pour commencer, je vais à la rencontre du professeur Baglioni, scientifique passionné par la Renaissance. Il travaille à sauver la beauté du passé avec des procédés pleins d'avenir. Il a mis au point dans son laboratoire une solution issue des nanotechnologies qui permet des progrès phénoménaux pour la restauration d'œuvres d'art menacées par le temps. Mais pourquoi avez-vous tout nettoyé? Ces gens, mais... Je leur ai dit que la télévision française allait venir tourner dans ce labo et ils ont tout nettoyé. Ça donne une mauvaise impression. Tout est propre, c'est terrible. Incroyable. Bon, ici, dans ce labo, nous produisons des nanoparticules qu'on destine principalement à des procédés de restauration. Nous produisons par exemple ces particules d'hydroxyde de calcium. Elles ont exactement la même composition chimique que le matériau utilisé par les artistes. Si vous voulez goûter, pas de problème, hein, ce n'est pas toxique. Si vous voulez essayer, vous aurez peut-être besoin d'aller faire un tour aux toilettes après, mais ce n'est pas du tout toxique. C'est dans l'impressionnant Palais Pitti, au cœur de Florence, qu'il me montre l'utilisation de ces nanoparticules. Illustration avec un sauvetage de fresques du XVIIe siècle, récemment découverte. Ici, c'est la première pièce qu'on a commencé à restaurer après avoir découvert ces appartements. Au plafond, il y a une fresque qui était en très mauvais état.
Comme elle est située sous le jardin, il y avait des infiltrations d'eau qui ont provoqué une contamination par des sulfates et une présence importante de nitrates. Je vais vous montrer comment on procède, juste sur une petite partie. Je vais faire ça ici. C'est un endroit très fragile. Les nanoparticules sont dissoutes dans un solvant organique, de l'isopropanol. En gros, j'ai besoin d'un bout de papier pour éviter le contact direct avec la partie que je veux traiter, pour éviter d'enlever les pigments. Je vais traiter juste une petite zone ici. La bonne façon de procéder, c'est d'ajouter autant de particules que possible. Et lorsque la paroi ne les absorbe plus, c'est qu'elle en est saturée. Et pour finir, on recouvre le tout de cellulose et on laisse sécher. Avec ces nanoparticules d'hydroxyde de calcium, on remplace ce qui s'est perdu au fil des ans. Nous ne modifions aucune propriété chimique ou physique. Tout ce qu'on fait, c'est ramener la peinture à son état original. Les nanoparticules élaborées par Baglioni sont de la même composition chimique que les matériaux utilisés par les peintres de la Renaissance. En pénétrant au cœur même de la fresque, ces nanoparticules provoquent une recombinaison chimique de la matière. Les atomes et molécules présents dans la solution viennent prendre la place de ceux perdus par la peinture avec le temps. Contrairement aux procédés utilisés jusqu'à présent, les pigments et le support ne sont ni modifiés ni détériorés. Et après, pendant combien de temps la fresque est-elle protégée ? Ça dépend. S'il ne pleut pas, ça peut résister 1 siècle, 5 siècles. S'il n'y a pas de fumée, ça peut durer pour l'éternité. Quand vous diminuez l'échelle et que vous travaillez avec ces petites particules, vous travaillez avec les constituants fondamentaux de la matière, avec ce qu'on appelle dans notre jargon la structure supramoléculaire de la nature. Ce sont les briques de la nature. Et les mêmes particules peuvent être utilisées à des fins différentes. Nous disposons maintenant de procédés qui peuvent s'appliquer aux fresques, aux peintures à l'huile ou à la préservation du papier, de codex. Les progrès liés aux nanotechnologies ne se limitent pas à la restauration d'œuvres anciennes. Des musées aux supermarchés, du laboratoire à l'application, plusieurs centaines de produits de grande consommation sont déjà disponibles. De la raquette de tennis au revêtement pour vitres en passant par des chaussettes, des chemises ou des cravates aux capacités inédites. Car au-delà des défis scientifiques et technologiques, l'enjeu est d'abord commercial. Et l'industrie textile a très vite compris l'avantage qu'elle pouvait tirer des progrès liés aux nanotechnologies. En modifiant à l'échelle nanoscopique la surface des fibres, les chercheurs sont parvenus à lui conférer d'étonnantes propriétés. À moi d'en profiter en jouant le cobaye sur une plage du Pacifique. Mes cheveux, mon visage, ma peau sont trempés et salés. Mais l'eau n'a fait que glisser sur la surface du tissu, sans pénétrer les fibres. Pour comprendre l'explication scientifique derrière ce phénomène, je vais rencontrer l'un des spécialistes en la matière sur la côte ouest américaine.
Nous ajoutons des éléments, mais à une échelle extrêmement petite, à l'échelle nano. Ça nous a permis de fabriquer des tissus dotés de performances particulières. Ça existait déjà dans le passé, mais à l'époque, ça changeait les caractéristiques naturelles du tissu, la sensation qu'on avait du tissu. Aujourd'hui, le coton reste du coton? Le coton reste du coton, la soie de la soie, la laine de la laine. Mais ils sont dotés en plus d'une performance nouvelle obtenue grâce au traitement à l'échelle nano. Tout cela a l'air peu de choses, mais le pouvoir d'ajouter ces capacités à l'échelle nanoscopique a des conséquences fondamentales. Avec ces textiles, plus besoin de laver aussi souvent, moins de gâchis. Moins d'eau, moins de détergents, moins de déchets et de pollution. Au final, on économise du temps, pas mal d'argent et surtout de l'énergie. Très souvent, les nanotechnologies cherchent à imiter la nature. Un bon exemple, c'est ce qu'on appelle l'effet peau de pêche. Il y a comme un petit duvet à la surface des pêches qui les rendent hydrophobes. En tombant, les gouttes d'eau conservent leur forme sphérique et s'écoulent en roulant, repoussées par la surface superhydrophobe. Ce phénomène qui se produit à l'échelle nanoscopique est appelé aussi effet lotus. Les feuilles de cette plante restent toujours sèches et propres. L'eau glisse et emporte avec elle toutes les particules de poussière présentes. La feuille s'auto-nettoie. À l'échelle nano, la feuille de lotus a une structure particulière. Elle présente une multitude de plots, eux-mêmes bardés de poils, sur lesquels les gouttes d'eau ne réussissent pas à se maintenir ou à s'étaler. Mais les chercheurs vont encore plus loin. Après par exemple l'effet hydrophobe ou auto-nettoyant appliqué aux vitres et imitant la feuille de lotus, ils sont capables de manipuler les matériaux en surface pour offrir au revêtement de nouvelles propriétés, ignifugés, antibactériens ou un jour qui permettront même des changements de couleur. Et bien entendu, l'armée n'est pas la dernière à investir dans la recherche de nouvelles capacités. Imaginez un tissu synthétique super léger, s'inspirant de la toile d'araignée, à la fois solide et étirable, capable de résister aux balles. Imaginez des uniformes aux fibres bardées de capteurs capables de détecter des produits chimiques ou bactériologiques à la molécule près. Tout ça est pour bientôt. Si l'on en croit Alain Denève, qui me reçoit à l'Académie militaire du Royaume de Belgique. L'idée à la base dans le domaine textile, notamment dans le domaine militaire, c'est de créer des matériaux intelligents, c'est-à-dire des textiles qui ont quelque part du répondant. Des textiles qui pourraient également s'acclimater au terrain dans lequel est amené le combattant et un terrain qui peut être par exemple changeant. Et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait assister à des systèmes de camouflage de nouvelle génération qui assureraient la discrétion maximale du combattant. On peut également imaginer de camoufler quelque part sous ces textiles un certain nombre de nano-agents qui viendraient à réduire l'inhibition d'un combattant sur le terrain. Ensuite viennent la possibilité de réaliser ce que l'on appelle des systèmes invasifs. On va utiliser les nanotechnologies pour créer des matériaux qui permettront de réaliser un contrôle beaucoup plus approfondi, par exemple des agents de taille nanométrique qui vont être distribués dans le corps du combattant pour réaliser un monitoring en temps réel sur les aptitudes du combattant, sur son état de fatigue, son état de stress, et par exemple de décider quelle unité est la plus apte à réaliser telle ou telle mission, et tout ça en temps réel. Et pourquoi pas aussi des vêtements qui nourriraient ou qui soigneraient. L'industrie agroalimentaire et les laboratoires pharmaceutiques suivent à la loupe ces possibles débouchés. Et moi, ça me fait rêver autant que ça m'inquiète. Disons que les applications dans le domaine militaire vont essentiellement concerner dans un premier temps peut-être la résistance des matériaux. On va sans doute réaliser des matériaux beaucoup plus performants, beaucoup plus résistants. Leur durée de vie va être nettement accrue. Ça, c'est ce qui concerne en fait les premiers types d'applications. Donc, je dirais la résistance, la création de matériaux nanostructurés. La création, c'est l'étape suivante.
Il ne s'agit plus seulement de revêtir la surface d'un matériau d'une couche de nanoparticules, mais d'aller jusqu'à modifier sa structure interne, voire de créer des matériaux composites intégralement nouveaux aux propriétés exceptionnelles. Lesquels? Pourquoi? Aux États-Unis, sur la côte Est, j'ai rendez-vous pour en parler au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, l'endroit du monde où l'on trouve la plus forte concentration de prix Nobel. Christine Van Vliet y dirige un labo spécialisé en sciences des matériaux. Son plus grand plaisir, pousser la matière jusqu'à son point de rupture afin de découvrir comment l'améliorer. Bonjour Christine, ravie de vous rencontrer. Oui, ça me fait plaisir de vous voir. Il y a deux raisons principales qui expliquent pourquoi on consacre tellement de temps à étudier les matériaux à l'échelle nano. La première, c'est que ça peut nous permettre de découvrir des propriétés émergentes, des propriétés nouvelles qui n'existent pas du tout à l'échelle micro. La deuxième, c'est que l'échelle nano est la limite fondamentale, celle des atomes et des molécules. Tout objet est fait de quelque chose. Par exemple, si je regarde votre caméra ou une montre, je me demande de quoi elles sont faites. Est-ce qu'il s'agit d'un alliage ou d'un métal pur? Est-ce que c'est résistant à la corrosion? Est-ce que c'est dur? Quelle quantité d'énergie sera nécessaire pour fabriquer votre montre, comparée à la mienne? C'est comme ça que je vois les choses, les objets. Je les décompose pour savoir de quels matériaux ils sont faits, puis comment il serait possible de les fabriquer pour qu'ils soient de meilleure qualité, qu'ils soient moins chers et qu'ils consomment moins d'énergie. Comprendre comment l'acier se déforme dans un pont à l'échelle macro, c'est déjà bien. Mais pour fabriquer un acier 10 fois plus fort et 10 fois plus résistant à la corrosion, il faut comprendre comment ces atomes se déplacent à l'échelle nano. Les scientifiques connaissent les propriétés des matériaux. Ils ont les capacités technologiques de les manipuler. Ils peuvent donc désormais imaginer créer en laboratoire de nouveaux matériaux composites en combinant molécule par molécule, atome par atome, les avantages des uns et des autres. Par exemple, plus un matériau est constitué de grains de matière petits et serrés, plus il va être dur. Plus les grains peuvent se déformer, plus le matériau va être souple. On peut imaginer combiner ainsi les avantages du métal et du plastique en fabriquant un nouveau matériau, un nanocomposite, dur et souple. Une voiture, c'est un bon exemple. Elle contient plein de matériaux très différents. Des plastiques, des céramiques, des verres, des métaux. Les progrès de ces matériaux sont liés à la recherche à l'échelle nano. C'est ce qui rendra nos voitures plus sûres et meilleures pour l'environnement. Bon, alors d'abord, dans une voiture, on a du métal. Son atout principal, c'est qu'il vous protège en cas d'accident. C'est sa capacité à résister aux impacts. Les matériaux nanostructurés, les métaux nanostructurés, sont développés pour améliorer ça. Il faut fabriquer un matériau de faible densité, c'est-à-dire léger, de façon à ne pas consommer trop d'essence, mais il faut aussi qu'il soit résistant à la déformation mécanique, très solide et rigide. En théorie, ce matériau existe déjà, mais sommes-nous capables de développer sa production à grande échelle pour la fabrication d'une voiture? Autre exemple, le verre. Aujourd'hui, on sait déjà le rendre très résistant. Je n'aurai sûrement plus jamais l'occasion de faire ça. Aujourd'hui, on travaille sur une sorte de verre qui ne se contenterait pas simplement de nous permettre de voir au travers, mais qui intégrerait des nanoparticules capables de décomposer certains des gaz nocifs dégagés dans l'atmosphère, comme par exemple ceux des pots d'échappement. Ce verre pourrait donc jouer un rôle environnemental, en plus de sa fonction de base. La bonne chose, c'est que, comme on le voit ici, vu la quantité massive de voitures, les progrès pourraient profiter au plus grand nombre. Ça permet de faire avancer la recherche. Il existe un marché pour ces voitures aux performances améliorées.
Concevoir des voitures plus performantes passe aussi par une autre façon de consommer l'énergie et par l'utilisation de modes de propulsion alternatifs. Dans cette histoire, il y a aussi celle des piles à combustible qui produisent de l'électricité à partir d'hydrogène et d'oxygène. Mais pour cela, elles ont besoin d'un catalyseur, le platine. Profitant du rapport surface-volume plus important à l'échelle nano qu'à l'échelle micro, les nanotechnologies permettent de dépasser des barrières jusque-là infranchissables. En France, le département de Nicolas Bardy, au laboratoire d'innovation pour les technologies des énergies, travaille dans cette direction. C'est pas l'arrivée des nanotechnologies qui permettent d'inventer la pile à combustible. On reste dans un principe qui a été inventé par un Anglais qui trempait des plaques dans une solution d'acide en 1800 et des bricoles. C'est juste que la capacité qu'on a à manipuler, à voir tout bêtement des nano-objets, nous permettent de faire de manière plus efficace, avec moins de matière, des choses qu'avant on faisait avec des coûts beaucoup plus importants. Dans une voiture, vous avez besoin de quelques dizaines de kilowatts de puissance électrique. Donc ça ferait quelques dizaines de grammes de platine. Le platine, il vaut à peu près sur les marchés, les cours de matières premières, 30 € le gramme. Donc 30 € le gramme, si vous voulez, disons 100 kilowatts, ça vous ferait 3000 € de platine dans votre voiture. Donc on voit bien que c'est pas tenable. Mais finalement, ce qui est actif, c'est pas le cœur du platine, c'est juste sa surface. Donc on va prendre une surface de carbone qui coûte pas cher, puis dessus on va mettre des tout petits grains de platine, et c'est juste la surface de ces petits grains de platine qui est active, et donc on arrive à avoir les mêmes performances avec une charge en platine beaucoup plus petite. Donc notre objectif en recherche, et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille aujourd'hui, c'est de réduire par un facteur 10 la quantité de platine. Donc ça, c'est une image au microscope électronique de ce que ça donne une fois que c'est déposé. Donc vous voyez, tous les petits points blancs, c'est les petits grains de catalyseur, et tous les ronds, un peu plus gros, c'est les grains de carbone. Vous avez l'échelle ici, 100 nanomètres. L'avènement de nouveaux outils de plus en plus performants pour étudier ces réactions chimiques complexes et le comportement particulier de la matière à l'échelle nano ont permis d'immenses progrès. Mais plus les scientifiques avancent et plus leurs recherches nécessitent des machines puissantes, rapides, capables de simulations extraordinairement délicates. Leur limite se trouve peut-être là aujourd'hui, dans la puissance de calcul et de stockage des données. Nous essayons d'étudier les réactions des matériaux. Et ces réactions se déroulent en quelques secondes, ou même moins que ça. Si on n'est pas assez rapide pour les observer, on a tout raté. Et en fait, le temps qu'on prend pour acquérir une image au microscope, et donc pour voir, eh bien c'est là, sans doute, un des principaux freins à nos recherches. Et ça repose sur le matériel informatique dont on dispose, sur sa puissance, sur sa rapidité de calcul, sur la vitesse du transfert d'informations, bref, sur des questions d'électronique, de processeurs. C'est de cette vitesse de l'information que dépend notre travail. Et pourtant, toujours plus vite, toujours plus petit, toujours plus puissant. Tels étaient déjà les objectifs de l'informatique alors que les premiers transistors remplissaient encore des salles entières. La révolution informatique est venue de la miniaturisation de ces transistors, ce composant fondamental de l'électronique parce qu'il permet de contrôler, d'amplifier un signal. Elle les a rendus progressivement accessibles puis indispensables à tous. Aujourd'hui, le microprocesseur, la puce, ce petit carré de silicium d'à peine 1 cm de côté, est au cœur de toutes nos machines. Grâce aux millions de transistors qu'il recèle, il effectue tranquillement plusieurs millions d'opérations par seconde. Et plus il y a de transistors à la surface d'une puce, plus sa capacité de calcul est importante. Aujourd'hui, les microprocesseurs contiennent 500 millions de transistors, et ce n'est rien comparé à ce qui nous attend. Comme l'a théorisé Gordon Moore, l'un des fondateurs d'Intel, dans sa fameuse loi, tous les 18 mois, la taille des puces devrait diminuer de moitié, tandis que leur puissance devrait encore doubler. Mais dans la pratique, cette théorie se heurte à un mur. La fabrication atteint une limite, les capacités du silicium. Les chercheurs n'arriveront bientôt plus à y loger le moindre transistor supplémentaire. L'industrie qui veut à tout prix continuer sa progression mise sur les nanotechnologies pour trouver la solution. Toujours en France, Jean-Christophe Gabriel cherche des réponses innovantes à ces questions. Les chercheurs n'ont
encore ne se sont jamais trouvés dans une situation où il y avait autant de feux rouges à une échelle de temps aussi proche. Ça fait donc 50 ans qu'on fait de l'électronique à base de silicium et on arrive aux limites des propriétés du silicium. La puce que vous avez dans votre ordinateur, hein, qui est dans l'ordre de grandeur et centimètres carrés, il y a à peu près 500 millions de transistors dessus, sachant que d'ici 1 ou 2 ans, on va passer le milliard. À l'heure actuelle, on a vraiment du mal à réduire la taille. Donc, ce que les gens font maintenant, c'est qu'ils empilent. Ils font plusieurs niveaux, ce qu'on appelle le 3 dimensions. Ce sont des structures où vous avez donc des fils, les uns sur les autres, 1, 2, 3 fils. Chacun de ces fils est en fait un transistor. Donc maintenant, on a une structure tridimensionnelle de transistors. Et donc ça, vous pouvez vous dire que ça va permettre d'augmenter la densité, mais non plus dans le plan, mais en 3 dimensions. Il faut se rendre compte que des structures comme ça, on arrive à les faire avec des fils qui font de l'ordre de la dizaine de nanomètres. On prévoit donc d'avoir des structures de ce type-là, oui c'est ça, 2020, 2025. Maintenant, on utilise des fils qui sont tellement petits que l'isolant qu'on va mettre autour, c'est plus que quelques atomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des fuites électriques. Et ces petites fuites électriques, quand vous avez 1 milliard de petits fils comme ça, voire des milliards de petits fils, et ça chauffe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vos portables maintenant, quand vous les avez sur les genoux, c'est limite, hein, ça brûle presque. Il y a des gens qui pensent que pour éviter tous ces problèmes de chaleur, etc., on va remplacer les électrons, on ne va plus utiliser une électronique, mais quelque chose autre. Alors ça peut être ce qu'on appelle un spin. Le spin, c'est le fait que quand un électron, globalement, on dit qu'il tourne, comme ça a une charge, ça crée un petit aimant qu'on appelle le spin. Alors le spin, il peut être en général orienté vers le haut ou vers le bas, comme le champ magnétique de la Terre. Alors on pourrait dire, haut et bas, c'est 0 et 1, si j'arrive à le mesurer, etc. Donc là, il y a beaucoup moins d'énergie mise en jeu, on aurait beaucoup moins de problèmes de chaleur. Spin de l'électron, nanofil ou nanotube servant de transistor, ordinateur quantique, quelles que soient les possibilités envisagées, chaque nouvelle solution pour continuer à faire progresser les performances des ordinateurs est désormais issue des nanosciences et nanotechnologies. En Californie, Jim Heath s'est lui aussi attelé à cette tâche. Avec son équipe du Caltech, il a réussi avec des molécules à fabriquer des transistors moléculaires, et en les assemblant, à élaborer une puce à peine de la taille d'un globule blanc, mais capable de stocker autant d'informations que l'ensemble du savoir de cette université. Les nanotechnologies, c'est du bottom-up. C'est comme pour nous, au départ, il y a juste la combinaison de 2 cellules, celle de maman, celle de papa. Les nanotechnologies, c'est le même processus de fabrication. Et c'est comme ça qu'on a fabriqué un système informatique qui fonctionne comme un ordinateur normal, sauf qu'il a été assemblé à l'échelle moléculaire, bien loin de celle à laquelle on fabrique les puces aujourd'hui. On est beaucoup plus petit. Vous voulez dire que vous utilisez des molécules à la place du silicium? En fait, on a utilisé quelques composants en silicium. C'était juste des fils d'un diamètre aussi grand que celui d'une molécule, avec entre eux des espaces eux aussi de la taille d'une grosse molécule. Et il y avait également des interrupteurs qui étaient en fait des molécules. En utilisant ces interrupteurs moléculaires et ces fils extrêmement petits, on a construit un circuit, une mémoire de 160 000 bits. Un truc costaud, enfin, en tout cas suffisant pour stocker le contenu d'un livre de petite taille, mais un truc qui n'est pas plus grand, voire même plus petit qu'un globule blanc. En plus de ça, nous avons développé le procédé de fabrication industrielle à l'échelle moléculaire qui nous permet de travailler avec une précision digne de l'électronique. Si on se demande par exemple quand une société comme Intel serait capable de fabriquer cette puce, ça ne serait pas avant 2020 ou 2021. Nous, on sait qu'on peut encore progresser d'ici là, et qu'en 2030, on sera capable de faire une puce 10 fois plus petite. Mais la recherche de Jim Heath ne s'arrête pas là.
Son but est de donner à ces dispositifs électroniques la même complexité et la même robustesse qu'un être vivant. En fait, notre idée, c'est une idée qui est déjà présente dans la nature, c'est d'amener de la redondance dans le système. Si on prend par exemple une puce actuelle et qu'on plante un tournevis sur une seule partie de cette puce, tout le système va malheureusement sauter. C'est foutu. En revanche, avec le corps humain, si on enlève un bout de peau au niveau du doigt, le corps va continuer à fonctionner. Ce sera peut-être un peu douloureux, on dira « aïe », mais le corps continuera à fonctionner correctement, parce qu'il est doté de systèmes redondants. Le fonctionnement d'une personne ne dépend pas du bon fonctionnement de la moindre petite partie de son corps. Et donc, nous voulions concevoir une architecture qui soit similaire à celle des rues de Los Angeles. Il se trouve que ces rues forment bêtement un quadrillage. De sorte que si vous voulez aller de l'intersection entre ces doigts à un autre point sur un autre doigt, il y a plein de chemins possibles pour y arriver. Donc notre idée, c'était que si on parvenait à fabriquer des fils et des interrupteurs suffisamment bon marché et en quantité suffisante, même dans le cas où certains seraient cassés, on pourrait toujours trouver des alternatives pour aller d'un point à un autre, d'autres moyens permettant de procéder au calcul informatique. Voilà ce que les nanotechnologies peuvent nous apporter, des pièces bon marché et très pointues, fabriquées de sorte que même si certaines d'entre elles deviennent défectueuses, le système peut quand même fonctionner. En quittant Jim East et la Californie, je ne me fais plus aucun souci pour l'industrie de l'électronique. Nos ordinateurs ont de beaux jours devant eux. Vouloir imiter la nature, c'est bien. Utiliser les modèles d'architecture qui nous entourent, c'est encore mieux. Je retourne sur la côte est américaine pour découvrir à nouveau ce que nous sommes déjà capables de faire à l'échelle nanoscopique, toujours dans le domaine de l'électronique. Hi, I'm Charles. Enchanté, Vladimir Bulovic. Enchanté. Alors c'est ça le miracle de la science ? Je connais pas du tout cet endroit. Allons-y. Vladimir Bulovic, chercheur au MIT, a un bon exemple pour satisfaire mon appétit de connaissances. Pour la première fois, on est capable de partir de l'échelle macroscopique et de descendre jusqu'à l'échelle nano avec une vision cohérente et en comprenant ce qui se passe. Une fois qu'on aura vraiment bien décrypté tout ça, on sera capable de faire des choses jusqu'à présent inimaginables. Par exemple, si je voulais fabriquer une télé de la taille de cette table, il faudrait que je sois capable de disposer quelques couches de molécules sur toute cette zone, avec une précision de 10 ou 15 molécules d'épaisseur. En tout cas, pas plus de 20 molécules. Comment y parvenir? Prenons un écran LED. Un écran LED, ce qui signifie diode électroluminescente, est constitué de 3 couches. La première, au centre, est une couche d'un matériau qui va produire de la lumière lorsqu'il est excité. Au-dessus et en dessous sont disposées 2 autres couches qui entretiennent en permanence cette excitation. Elles-mêmes sont reliées à la source d'énergie grâce à 2 autres couches qui assurent les contacts électriques. Maintenant, ce qui change quand on est à l'échelle nano, c'est l'unité opérationnelle, c'est-à-dire celle qui fait fonctionner l'écran. Et là, c'est la couche du milieu, celle qui a une épaisseur d'environ 5 à 10 molécules qui fait le travail. Quand on regarde un écran LED, c'est la seule qui est luminescente. Et ce qui est incroyable, c'est que cette couche mesure à peine 10 nanomètres. 10 nanomètres, ça représente quoi? L'épaisseur d'un cheveu fait environ 15 microns. Donc 10 nanomètres, c'est 5 millièmes d'un cheveu. Et donc, c'est la seule partie du système qui fonctionne. Et il faut parvenir à l'étaler sur une surface aussi large que cette table avec une précision permettant d'avoir un écran parfaitement uniforme. Maintenant, si vous prenez ce cornichon, ce qui lui donne sa couleur à l'intérieur est aussi une molécule. Il s'avère que ces molécules, comme n'importe quelle molécule, peuvent servir de semi-conducteurs avec un état excité et un état initial. Donc, si je parviens à trouver un moyen d'exciter ce cornichon, d'exciter les molécules dans ce cornichon, c'est-à-dire de les faire passer d'un état à un autre, ça devrait me donner de la lumière.
Si on génère une excitation suffisante, on peut exciter presque n'importe quoi, jusqu'au point où cela produit de la lumière. Donc, si je vous excite suffisamment avec de l'électricité, vous deviendrez luminescent. Utiliser des molécules organiques pour fabriquer un écran, un OLED avec un O pour organique, quel intérêt? Il serait plus performant, plus mince et consommerait moins d'électricité. Voilà ce que nous allons allumer. Il suffit pour cela d'appliquer 110 volts de courant alternatif dans ce cornichon LED. Et on va voir s'il s'allume. So here we go. Let's turn the switch on. Look at that. You're seeing light emission, yellow light. Vous voyez bien de la lumière, une lumière jaune, qui correspond à l'excitation des molécules organiques dans le cornichon. Maintenant, si vous voulez une couleur différente pour votre écran télé, il faut utiliser un autre type de molécule. Il y a plein de molécules là-dedans. Pour chaque centimètre cube, il y en a 10 puissance 21. Et chacune d'entre elles peut briller plus d'1 million de fois, parfois 1 milliard de fois. Ce qui vous donne une idée de la durée de vie d'un tel dispositif. Dans le cas de cet écran particulier, il faut appliquer 110 volts parce que le cornichon LED lui-même est très épais. Si on voulait faire fonctionner ce LED avec seulement 5 volts, il faudrait découper le cornichon en tranches très fines et disposer des électrodes au-dessus et au-dessous. On pourra alors obtenir le même genre de résultat que celui que j'ai ici, mais dans une structure beaucoup plus petite. À peu de choses près. Ces écrans à base de molécules organiques de la taille de quelques nanomètres sont impressionnants. Images pointues, couleurs éclatantes, noir profond et épaisseur de quelques millimètres. Ce qui est exceptionnel avec les nanotechnologies, c'est que nous changeons de paradigme dans la manière dont nous construisons les choses. Les écrans organiques LED sont maintenant une réalité. Si on va plus loin et qu'on voit les images qu'on peut générer et la finesse des écrans, on peut imaginer des écrans flexibles, des écrans qu'on pourrait rouler, des écrans transparents qui ressembleraient à de simples vitres jusqu'à ce qu'on les allume. Imaginez qu'un jour je veuille que tout mon mur devienne un écran, par exemple pour remplacer ma petite télé habituelle. Et je veux que mon grand écran ne fasse pas plus de quelques molécules d'épaisseur. Comment y parvenir? Comment arriver à fabriquer une télé plus grande que celle-ci et faire en sorte qu'elle ne soit pas trop coûteuse? Je pense qu'une des solutions, c'est de l'imprimer. On me vendrait un bout de tissu ou une feuille flexible en plastique qui serait recouverte de structures organiques et que je n'aurais plus qu'à découper à la taille désirée. Puis je l'accrocherai au mur avec des agrafes. Et voilà, c'est une télévision à partir de maintenant. Un jour peut-être. Et après? Après, pourquoi ne pas imaginer tout et n'importe quel écran? Même le peindre directement sur un mur. Tout est possible, car les OLED permettent aussi de contourner un autre problème, celui de l'énergie. Aujourd'hui, 1% de l'électricité américaine est engloutie par les écrans de télévision, un autre % par les écrans informatiques. Ça fait 2%. Et ça ne va aller qu'en s'aggravant. Impossible de continuer sur cette voie. Or, OLED signifie peu de molécules, signifie peu d'énergie nécessaire. Ouf, je vais pouvoir continuer à regarder la télé, la conscience tranquille. Grâce aux nanotechnologies, il va être possible d'améliorer nettement les technologies qui nous servent à collecter, convertir et stocker l'énergie. Et notamment pour l'énergie solaire, qui est la solution ultime. Que les nanotechnologies puissent donner naissance à de nouvelles choses ou qu'elles n'apportent qu'une valeur ajoutée à des technologies existantes, dans tous les cas, elles les rendront 2 ou 3 fois plus efficaces. Et
Ça, c'est pour dans longtemps? Non, 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 c'est en train d'arriver, c'est maintenant. Le soleil de Californie a de quoi encourager les chercheurs. Ce n'est peut-être pas pour rien si Alan Iger, prix Nobel de chimie pour ses travaux dans ce domaine, s'est installé sur cette côte ouest américaine. L'ambiance est comme toujours détendue, ce qui n'empêche pas des avancées tout aussi prometteuses. À l'aube d'une société post-pétrole et d'un apocalypse climatique annoncé, l'équation miracle, selon Iger, semble à portée de main. Il suffit d'améliorer une technologie que l'on connaît déjà, celle qui utilise l'énergie solaire. Ah, c'est une belle vue. Dans ce labo, nous concentrons tous nos efforts pour améliorer l'efficacité du solaire. Ces cellules solaires sont fabriquées ici, dans ce laboratoire, avec de nouveaux matériaux et une nouvelle architecture, ce qui devrait nous permettre d'améliorer leur rendement. Mais pourquoi faut-il être à l'échelle nano pour envisager cet objectif? Si on était à l'échelle micro, on ne pourrait pas espérer récupérer à terme autant d'énergie, ça ne fonctionnerait pas. Notre dispositif ne fonctionne que s'il est assemblé à l'échelle nano. Mais cet assemblage n'est pas évident, car l'ordre de grandeur auquel on doit travailler est de 10 nanomètres. C'est trop petit pour permettre des manipulations. Il faut donc que cette nanostructure se crée par elle-même, qu'elle s'auto-assemble. Si on l'observe de très très près, on voit qu'il y a là deux ingrédients qui se mélangent et s'assemblent à l'échelle nanométrique. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de mélanger ces deux composants dans un solvant qui va les dissoudre avant de s'évaporer. On obtient comme résultat cette fantastique nanostructure qui nous permet de transformer les photons en électricité. Mais attention, on n'y arrive pas à tous les coups. La difficulté, c'est de parvenir à agencer les ingrédients de façon à obtenir la bonne structure nanométrique. Alan Iger est un militant de l'énergie solaire. Il décide de nous montrer sa propre installation sur les hauteurs de Santa Barbara. Nous avons installé ces panneaux solaires il y a environ 2 ans, et le résultat est fantastique. Nous avons en fait réduit à zéro notre dépense d'électricité. Le soleil fournit en 1 heure une énergie qui suffirait à elle seule à couvrir tous les besoins de la planète pendant 1 an. C'est impressionnant, non? Et ça, c'est notre compteur électrique. Comme vous pouvez le voir, il tourne dans ce sens. Ce qui signifie que vous vendez. Oui, nous vendons de l'électricité au réseau. La nuit, il tourne dans l'autre sens, et donc on achète de l'électricité au réseau. Nous travaillons sur une nouvelle génération de cellules photovoltaïques. Ce sont en fait des cellules solaires en plastique, qui ressemblent à ça. Elles sont très légères, flexibles, et seront beaucoup moins chères que celles qui sont disponibles aujourd'hui. Ces cellules en plastique sont en fait imprimées à partir d'une solution. Une solution contenant une sorte d'encre semi-conductrice, et donc ça ne coûte pas plus cher qu'une simple impression. Cette technologie est l'un des meilleurs exemples de ce que peuvent faire les nanosciences et technologies. Imprimer un panneau solaire dont la structure s'auto-assemble, les nanotechnologies apportent la solution et sa mise en pratique. La solution parfaite, tout devient possible, léger, pas cher, simple à fabriquer. Mais il reste un problème à résoudre, celui de l'efficacité. Car jusqu'à aujourd'hui, les rendements de ces panneaux solaires souples sont moitié moins importants que ceux des panneaux solaires rigides qui ont eux-mêmes un rendement limité.
À l'heure actuelle, en laboratoire, le rendement est faible. Environ 6% comparé aux 15 ou 18% que nous obtenons avec ça. OK? Il y a donc encore beaucoup de progrès à faire en termes d'efficacité. Un jour, ces cellules en plastique seront incorporées directement dans les tuiles, sur le toit. Le rêve, c'est que quand vous installerez les tuiles, les panneaux solaires seront d'ores et déjà intégrés. Rêvons un peu, ça peut arriver. Si nous avons des cellules solaires avec un rendement de 10%, on peut obtenir 100 watts par mètre carré, OK? Et c'est quoi 100 watts? 100 watts, c'est suffisant pour alimenter une ampoule. 100 watts pour une famille qui n'a pas l'électricité, ça peut changer sa vie. 100 watts, ça peut lui permettre d'avoir de la lumière la nuit, de faire fonctionner une radio ou une petite TV. Donc, un de nos rêves, avec cette technologie, c'est de diffuser ces cellules flexibles, simples, légères, au coût le plus bas, et de fournir ces 100 watts aux milliards de gens qui n'ont pas accès au réseau électrique. Des villes comme des plantes, se nourrissant du soleil par photosynthèse, c'est un beau rêve, non? On est loin d'arriver à faire ce que fait la photosynthèse, qui permet à une plante de transformer la lumière venant du ciel en énergie avec tellement d'efficacité. Et puis, encore faudrait-il savoir comment la stocker, car la nuit, point de salut, impossible de recharger mon téléphone avec ce petit panneau solaire. En tout cas, selon un autre prix Nobel de chimie, Walter Kohn, l'utilisation des cellules photovoltaïques devrait satisfaire à elle seule jusqu'à 35% de nos besoins en énergie d'ici 2050. Et bientôt, de grandes usines de fabrication de cellules solaires pourraient voir le jour. Certaines sont annoncées avec des capacités de production d'environ 200 millions de cellules solaires par an, soit une puissance totale de 430 MW, c'est-à-dire assez d'électricité pour alimenter plus de 300 000 foyers. Si nous voulons transformer le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec d'un côté quelques pays riches et de l'autre une multitude de pays pauvres, rien n'est plus déterminant que l'accès à l'énergie. C'est là-dessus qu'il faut agir pour augmenter le niveau de vie. Vous savez, il suffit que la consommation d'énergie augmente pour que le niveau de vie augmente. On peut dire que les nanosciences sont une sorte de renaissance pour la science. Parce qu'elles encouragent l'interdisciplinarité et qu'elles font faire à la connaissance un véritable bond en avant. Ça sera comme une sorte de révolution industrielle lorsque les nanosciences seront vraiment opérationnelles. On n'en est qu'au début. En fait, depuis la fin du XXe et le début du XXIe siècle, nous réalisons enfin qu'en jouant la carte de l'interdisciplinarité et en apprenant à communiquer les uns avec les autres, nous allons être capables de faire des choses inimaginables. Il y a tant de projets excitants, tant de nouvelles idées, de nouveaux concepts et aussi tant d'outils pour les mener à bien. Wow. J'aimerais avoir de nouveau 25 ans. Ce futur a de quoi donner envie. L'exploration du nanomonde n'en est encore qu'à ses tout débuts. Et ce qu'on fait aujourd'hui est tellement primitif comparé à ce que fait la nature. Les nanotechnologies sont un outil, pas une fin en soi. Au centre de cet univers de tous les possibles, il y a nous, les humains. Et en premier lieu, notre corps, qui sera sans doute le plus directement touché par les nanotechnologies. Car la médecine, en devenant la nanomédecine, nous offre le plus fabuleux champ d'expérimentation, la vie. Mais en découvrant ce territoire, naissent aussi des peurs, des fantasmes ou des inquiétudes légitimes. En route pour d'autres voyages. Well, it's a billionth of a meter tall, and you know that's pretty small, it's nano. Well, it's just about 3 atoms wide, and I can't fit too much inside, it's nano. There's quantum effects at this little size, and you can see them with your very own eyes, it's nano.
It's where molecules and solids meet. The physics there is pretty sweet. It's nano.